Hémicycle avec Arnaud Benedetti le mercredi. Bonjour Arnaud. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre en direct et en studio. Vous êtes professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Arnaud, d'abord, qu'est-ce que vous avez retenu du dernier débat télévisé hier soir sur France 2 entre les têtes de liste des principalistes aux européennes? À 5 jours du scrutin, c'est surtout la question de l'immigration qui a dominé Oui, les débats. parce que tout simplement pour une raison assez simple. Pourquoi la question immigration domine? Parce qu'elle domine dans les préoccupations des Français. Les études montrent aujourd'hui que ça fait partie des 2-3 enjeux sur lesquels les Français attendent des réponses. Donc il était à peu près, j'allais dire, naturel que c'était un peu les moins candidats... le cas lors des derniers scrutins. Oui, c'était vraisemblablement moins le cas peut-être en 2019. C'était moins le cas, notamment pendant l'élection présidentielle, même si quand même le sujet est resté traité et était important dans les débats. Je rappelle quand même que durant le dernier scrutin présidentiel, c'est plutôt la question du pouvoir d'achat qui a dominé, même si cette question reste forte aujourd'hui, encore une fois, dans les préoccupations des Français. Mais là, clairement, la question d'immigration s'est invitée. Elle s'est d'autant plus invitée que c'est quand même, j'allais dire, un des domaines de compétences aussi de l'Union européenne que de mettre en place des politiques publiques, en tout cas de maîtrise des flux migratoires ou d'accueil des migrants. C'est selon, je veux dire, le positionnement des différents partis politiques que l'on peut, je veux dire, se déterminer. Mais la réalité, c'est que hier, ce débat, finalement, était, je crois, le 5e ou 6e débat de ce type depuis le début de cette campagne, et que finalement, ce que l'on constate depuis le début de cette campagne, c'est que les débats n'ont peu fait bouger les lignes de force de, j'allais dire, cette campagne pour l'instant. Vraisemblablement, ce sont des débats qui renforcent dans leurs convictions les partisans de chaque camp, mais qui ne sont pas en mesure pour l'instant de faire la différence. C'est le format qui peut l'expliquer? C'est peut-être le format, c'est que aussi ce dont on s'aperçoit depuis le début de cette campagne, et c'est très tôt d'ailleurs dans une campagne européenne, c'est que depuis 2 mois, 3 mois, finalement, les lignes de force politique n'ont pas beaucoup bougé dans les intentions de vote, en tout cas au moins entre le Rassemblement national et la liste de la majorité, et que le choix, en tout cas pour un certain nombre de candidats, est, disons, ferme et déterminé dans une grande partie de l'électorat, qu'il s'agisse notamment du Rassemblement national, un peu moins peut-être de la majorité, mais en tout cas, ils ont derrière eux manifestement des intentions de vote qui semblent apparemment, on verra bien ça dans les derniers, on verra bien ça dimanche, mais qui semblent assez solides. Est-ce qu'il y a néanmoins une forme de déperdition pour certaines listes par rapport aux présidentielles et législatives de 2022 ? Écoutez, pour l'instant, en effet, il y a une déperdition. Par exemple, si l'on compare les intentions de vote de Madame Aubry et le score de Monsieur Mélenchon et les intentions de vote même qui étaient celles de Monsieur Mélenchon avant le premier tour de l'élection présidentielle, il y a manifestement une déperdition. Mais cette déperdition, on l'avait connue également pour cette offre politique, il faut se souvenir, lors du scrutin européen de 2019, où la liste, je crois, de Madame Aubry avait fait 6 ou 7% à l'époque. Donc, c'est pas une élection qui leur est forcément très favorable. Par contre, ce qui est quand même assez frappant depuis le début, c'est que on a encore une fois des intentions de vote qui n'ont finalement assez peu bougé, à l'exception d'une, qui est celle de Monsieur Glucksmann, qui manifestement était parti sous la barre des 10, qui aujourd'hui est largement au-dessus de la barre des 10, et qui vient talonner la liste de la majorité. C'était d'ailleurs un des enjeux, vraisemblablement, du résultat de ce dimanche. Et qui réveille donc les perspectives de la social-démocratie pour la présidentielle de 2027, ou il est trop tôt pour le dire encore? Alors, il est tôt pour le dire, mais ce qui est vrai, c'est qu'il occupe un espace qu'il n'était pas parvenu à occuper en 2019, c'est-à-dire il y a 5 ans, où il avait fait à peu près 6%. Il l'occupe pour 2 raisons. Parce qu'en fait, il arrive à agréger des déçus à la fois du macronisme, ceux qui au centre-gauche ont voté pour Emmanuel Macron depuis 2017 et également en 2022. Il récupère vraisemblablement aussi des déçus de l'écologie. On voit bien que cette élection, qui est plutôt favorable en général aux Verts, là, manifestement, il y a une difficulté pour les Verts à enclencher une dynamique, puisqu'ils ne sont même pas sûrs à ce stade encore d'avoir des élus. Ils sont entre 5, 6, voire 7, donc dans la marge. Et puis, il récupère vraisemblablement une partie de l'électorat de gauche qui avait voté pour Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle. Donc il agrège, si vous voulez, des déceptions sur le centre-gauche, sur la gauche écologique, sur la gauche insoumise, qui lui permettent aujourd'hui de redonner, en tout cas, une dynamique, en effet, à une offre sociale démocrate. Alors, dans quelle mesure les résultats des élections européennes pourraient
reconfigurer peut-être partiellement l'équilibre des forces politiques à l'échelle nationale, et est-ce que ça pourrait également influer sur la deuxième partie du second mandat d'Emmanuel Macron? Alors tout dépend, bien évidemment, tout va dépendre évidemment des résultats. C'est-à-dire qu'un Rassemblement national à plus de 30, avec 15, 16, voire 17 points de plus que son suivant, et notamment si c'est la liste de la majorité, en effet, ça sera quand même quelque part une alerte très forte pour le président de la République. Et il devra en tirer les conséquences, forcément. Et l'exécutif. Si, en plus, se rajoute à ce paramètre-là le paramètre d'un monsieur Glucksmann qui serait devant Madame Hayet, ouais. Il est clair que là, en effet, pour le président de la République et pour son gouvernement, ça pourrait poser problème. Il y aurait en tout cas des interrogations qui se poseraient à l'intérieur de la majorité. Je n'en veux que pour preuve que du côté d'Horizon, déjà, et de proches de monsieur Philippe, on dit, bien évidemment, il faudra tirer des enseignements de cette élection. Vous savez, quand vous n'avez pas de majorité absolue et que vous êtes dans une majorité relative, et qu'en plus cette majorité relative, elle est constituée par un bloc d'alliance, en fin de compte, puisque vous avez le MoDem d'un côté, Horizon de l'autre, vos marges de manœuvre sont beaucoup plus compliquées, notamment à l'Assemblée nationale. Et il reste 3 ans. La question qu'il faut se poser, est-ce qu'on peut continuer comme ça 3 ans avec, si vous voulez, un état de défiance qui est aussi fort vis-à-vis de l'exécutif, et surtout avec une majorité qui est finalement très fragile à l'Assemblée nationale. Donc des questions se poseront inévitablement dans l'hypothèse, en effet, de cette configuration de résultats pour le président de la République et pour son gouvernement. Merci beaucoup, Arnaud Velletti, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne et rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Bon après-midi à vous, à la semaine prochaine. Merci à vous.